Dans le cas d'un métal, on avait ici, regardé, on avait simplement arrivé à l'énergie de Fermi, donc ça c'était clair, qui sont les transports hors champ magnétique. Donc en fait, ce qu'on a vu, alors pourquoi il... Voilà. Donc en fait, ce qu'on a vu ici, donc ça je pense que c'était, en gros, la première partie de l'examen, il devait vous faire arriver ici, à peu près, si je me souviens bien. Je crois que c'était là qu'on voulait vous emmener. Je crois pas qu'on vous ait fait cette partie-là. Il me semble pas. On peut jeter un petit coup d'œil ensemble si vous voulez. Je crois pas qu'on vous ait allé si loin. La chose suivante, qui est que... Bon, alors on va considérer que le rapport des gamma, c'est une constante. Hein, d'accord. C'est l'intégrale entre 0 et l'infini. Et vous voyez qu'en fait, vous avez ici le gamma qui reflète simplement la dépendance en énergie du temps de relaxation, puisque vous voyez qu'ici, le gamma, ce qui fait intervenir, c'est le S. D'accord. Et le S, c'est simplement la façon dont l'énergie va relaxer plus ou moins vite. C'est-à-dire c'est le temps de vie ici. Donc c'est la façon dont l'énergie va relaxer plus ou moins vite. Ok. Alors ici tout à l'heure, ce qu'on avait vu, c'est que pour un... Maintenant, on a explicitement un préfacteur. Et par contre, la façon dont l'énergie... dont la relaxation intervient au niveau de Fermi rentre dans la puissance, ici de kT puissance S. D'accord. Alors ça, c'est dû au fait que tout ne se passe pas au niveau de Fermi, parce que cette fois-ci, comme on a une distribution en énergie qui est beaucoup plus large, d'accord, on est obligé de prendre compte sur une plage kT qui est beaucoup plus grande. Alors, tout à l'heure, on prenait que sur l'énergie de Fermi. Ici, on est obligé de considérer tout ce qui se passe sur les énergies kT qui sont mises en jeu. D'accord. Alors tout à l'heure, de toute façon, kT était forcément beaucoup plus petit que F. Donc ça n'intervenait pas. Ici, on est en train de regarder des gaz non dégénérés sur lesquels kT est une énergie qui est pertinente à regarder. Ok. Donc c'est pour ça qu'on a une grosse différence de comportement dans les cas des métaux ou dans le cas des semi-conducteurs. Et on verra que c'est vrai aussi dans le cas de l'éphéol. Donc là, on a regardé les deux cas. Donc, Vous êtes sûr que dans l'égalité en toute fin encadrée, c'est un égal? Parce que non, non, c'est pas égal, il y a des choses devant. Vous voulez savoir tout ce qu'il y a exactement? Alors attendez, je crois que je ne sais pas si je les ai notés, tout ce qu'il y a exactement. En fait, alors non, c'est pas égal. Il y a des tas de choses qui traînent en plus. Alors c'est pas cette page-là, c'est pas cette page-là. Non, c'est pas égal. Et en fait, je vais même pas noter ce qu'il y a en plus. Donc non, c'est pas égal. Non, c'est pas égal parce que dimensionnellement c'est faux, donc c'est pas égal. Mais comme le S, si vous voulez, c'est un paramètre qui... Si le KT c'est une puissance, et comme le S, on sait pas trop ce qu'il vaut, il y a des paramètres devant, c'est sûr, forcément. Mais ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer qu'il y a une dépendance en KT qui est de la puissance. Et c'est forcément faux, parce que KT c'est une énergie et c'est taux c'est un temps, donc forcément ça marche pas. Il mange des H-bar quelque part pour que ça fasse bien ce qu'il faut. Donc, non, non, vous avez raison, il manque des choses, parce que je ne peux pas avoir un temps et une puissance S qui est égal à un temps qui est égal à une énergie à la puissance S, ça ne le fait pas, ça, forcément. Donc, vous avez raison, il manque des choses, mais c'était pas tout à fait le but de la démonstration. Bon, allez, on attaque les choses un peu moins marrantes, mais qui sont importantes pour ceux qui vont faire les féoles, par exemple. Voilà. Tiens, elle a disparu, celle qui va faire les féoles. Donc. Hein. Juste, Allô. Allô. 1, 2, 1, 2. Oui. Allez, elle est là. Euh, Ah oui, un truc que je voulais vous dire là, juste pour finir un peu le break là. Euh, j'ai. Je vais faire. Je vais vous envoyer bientôt parce qu'en fait j'ai l'impression que pour ceux qui cherchent encore des stages, je vais essayer de faire une deuxième tournée pour récupérer tous les sujets de stage financés sur le coin. Donc je vais essayer de vous envoyer ça dans pas trop longtemps ou de vous les mettre dans un serveur. Ok. Et voilà, voilà. Et qui c'est que je voulais voir un peu, c'était... Qui c'est qui avait contacté? Donc Monsieur Jonathan Laurent, je l'ai vu ce matin. moi je vous ai envoyé un mail, je crois aussi.
Ah ouais, Madame D'Épinay, je voulais vous parler aussi. Si vous avez 2 minutes après Oui, le oui, cours. oui. Voilà. Et puis, ce coup-ci, j'oublierai pas qu'il y a d'autres gens sur la ligne. Promis. Donc, premièrement, des hypothèses. Voilà. Il y a un truc qui est vachement intéressant avec le champ magnétique, c'est qu'on a deux régimes. Alors, c'est un truc qui est... L'effet Hall, c'est utilisé depuis la nuit des temps. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc, vous avez déjà vu un séminaire dessus, hein, c'est Félicien qui vous avait donné ça. Très beau séminaire là-dessus. Alors, d'abord, on va considérer un problème isotherme. Donc ça, les problèmes qui sont pas isothermes, j'avais pas prévu de vous en parler parce que c'est super compliqué. Si j'ai le temps, j'en rajouterai un petit peu. Donc on va dire que T et mu sont, sont uniformes. Et E est dans le plan. Dans le plan. Et B est perpendiculaire, donc voilà, plus comme ça, EX. Monsieur, Ouais. pourquoi est-ce que l'isothermie, ça garantit que mu soit uniforme? Ah non, j'ai pas dit que ça le garantissait d'ailleurs. Bah, vous avez mis un égal. Oui, oui, non, Et mu c'est sont pas uniformes. égal, oui, non. C'est le problème est isotherme et mu et uniforme. Donc non, c'est vrai, c'est mal écrit. Ok, ok. Il est isotherme et mu est uniforme. Je sais pas comment, voilà. Isotherme, voilà. Et on prend mu. Et puis B, on le prend hors du plan. On prend 0, 0, B. Donc tout ça, c'est simplement pour simplifier ce qui vient après. Donc ça, ce que vous savez, c'est qu'une particule chargée sous champ magnétique donc elle décrit une orbite de cyclotron de pulsation oméga C qui est égal à EB sur M star. Alors là, on a deux régimes de champ. Et ça, c'est important. Premièrement, on a le régime où tau est très petit devant 1 sur oméga C. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des trajectoires quasi rectilignes. Quasi rectilignes entre deux chocs. Donc si je fais mon machin comme ça, ça veut dire que mon électron, il a des trajectoires qui sont à peine courbées comme ça entre deux chocs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en gros, ça va pas modifier comment dire, le pattern d'interférence. Les trajectoires globales des électrons ne sont pas modifiées. D'accord. Excusez-moi, Ouais. vous avez écrit deux régimes de champ et après. Ah oui, alors ça excusez-moi, c'est important parce que je pense que c'est le plus important.
On va dire, premièrement, oméga c'est taux, très petit devant 1. Alors taux, c'est le taux de collision. Temps de collision. Alors pourquoi c'est important? Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez, les trajectoires sont peu modifiées. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet quand même, parce que dans ce cas-là, ça veut dire quand même que vous avez... Bon, d'abord, il n'y a pas des gens qui attendent. Là. Non, c'est bon. Ça veut dire d'une part quand même qu'on peut avoir... Bon, d'abord, on a quand même une certaine probabilité de tourner vers la gauche ou vers la droite, en fait, dans le sens que je veux dire. Mais surtout, ça veut dire que le long d'une trajectoire, vous pouvez accumuler de la phase. Puisque vous savez, quand vous avez un couplage entre le... Vous avez un couplage spin-orbite entre les... pas spin-orbite. Vous couplez la charge au potentiel vecteur. Et donc, quand vous avez un champ magnétique et que vous avez une propagation d'un électron, vous avez de la phase qui s'accumule le long du trajet. Et donc, votre électron, quand il se promène, il va quand même accumuler de la phase. Donc, ça n'est absolument pas un effet négligeable. D'accord? Et simplement, quand vous allez regarder les trajectoires des électrons dans mon métal, vous pourrez très bien considérer qu'elles n'ont pas été changées par l'application du champ magnétique. Donc, vous allez pouvoir regarder vos trajectoires comme si il n'y avait pas de champ magnétique. Ça, c'est un régime, par exemple, de diffusion faible, où vous mettez en plus le champ magnétique, ça vous donne, par exemple, en physique ménoscopique, le régime des fluctuations de conductance, ce genre de choses. D'accord ? Et puis, vous avez le régime inverse, vous avez oméga c tau qui est très grand devant 1. À ce moment-là, les électrons, eux, ils sont sur des orbites fermées. Sur des orbites fermées, qu'on appelle des orbites cyclotrons. D'accord ? Donc en fait, si vous prenez mon plan à 2D vu du dessus, mes électrons ils tournent sur eux-mêmes. Monsieur, je peux poser une petite question? Ah mais bien sûr. Ça c'est le cas si on ne prend pas en compte les bords du système, c'est ça? Ouais. Je veux dire, mettre un orbite fermée seulement si le système est supposé infini. Vous parlez du cas 2 là? Oui. Oh ouais, ça c'est tout à fait. Je vais y revenir en 2 secondes. Ça c'est le régime de l'effet Hall quantique. Alors effectivement, la remarque est tout à fait pertinente. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes dans un régime d'effet Hall quantique, vous apercevez que vous n'avez pas de transport net de charge. D'accord ? Alors, la remarque qui m'a été faite est tout à fait pertinente. Ceci est vrai dans la limite où j'ai pas de bord. Alors, pourquoi? Parce que si je mets un électron dans un système avec un champ magnétique et un champ électrique, j'ai l'impression que ça va se mettre à tourner sur lui-même et ça ne va pas avancer. Ça ne va pas avancer, sauf si je suis au bord, où je rajoute un champ électrique de confinement, et ça va se mettre à dériver le long du bord et ça va avancer. Alors ça dépasse un petit peu le cadre de ce cours, donc je ne vais pas trop en parler. C'est ce qu'on appelle les régimes d'état de bord et les régimes d'effet Hall quantique, donc qui vont intéresser mademoiselle Vera, où là effectivement on verra que le transport se fait uniquement par les bords, ce qu'on appelle des états de bord. Donc ça c'est ce qu'on appelle le régime de l'effet Hall quantique avec apparition de ce qu'on appelle des niveaux de Landau. Alors globalement ce que ça veut dire, c'est que quand mon électron va tourner sur lui-même, l'orbite cyclotron va être tellement petite. Alors vous pouvez le voir à la fois en temps et en longueur, si vous voulez. Il tourne suffisamment vite pour qu'il ait fait un tour avant d'atteindre le temps de collision. Ou inversement, la trajectoire est tellement petite, elle est plus petite que la longueur élastique, donc il fait un tour complet sans rencontrer une seule impureté. Donc finalement, il se met à tourner sur lui-même, puis c'est tout ce qu'il fait. D'accord ? Et vous n'avez pas de courant de dérive. D'accord ? Donc ça, c'est un régime qu'on regardera peut-être à la fin du cours. C'est un régime extrêmement particulier, donc qui a donné lieu à beaucoup de travail, parce que là, par contre,
on sort complètement du cadre du transport classique. On arrive dans un régime bien particulier où on a une quantification de la conductance et de beaucoup de choses qui vont apparaître, qui sont un petit peu particulières. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour calculer la fonction de distribution dans ce cas-là. Et on va voir déjà qu'il y a un premier problème qui se pose, c'est que dans ce cas-là, si je veux calculer la fonction de distribution, je suis obligé d'aller à l'ordre 1, parce qu'à l'ordre 0, j'ai rien, puisque le champ magnétique ne change pas la distribution d'énergie de mes électrons. Donc, le petit b, c'est simplement fonction de distribution au premier ordre. Alors, donc ce qu'on disait, c'est que à l'ordre 0, le champ magnétique n'a pas d'effet. Et donc ça, ce qu'on avait dit, c'est que c'était dû au fait que la fonction à l'ordre 0, elle n'est sensible qu'à l'énergie des électrons. Et donc, comme le champ magnétique n'injecte pas d'énergie dans le système, eh bien, ma foi, je ne change pas la fonction à l'ordre 0 sans mettre d'énergie. Donc, à l'ordre 0, le champ magnétique, il ne fait rien du tout. D'accord ? Donc, il faut aller à l'ordre 1. Voilà, donc il faut aller à l'ordre 1, et c'est ce qui rend la chose un petit peu compliquée. Donc reprenons notre fameuse équation de Boltzmann. Cette fois-ci, on a simplement un champ électrique et un champ magnétique. Alors évidemment, dans le cas le plus simple, c'est toujours pareil. Et on va voir que c'est déjà un petit peu ennuyeux. Donc l'équation de Boltzmann, dans ce cas-là, elle devient simplement V fois E, donc ça c'est la partie électrique. Okay. J'ai un dF0 sur d epsilon, donc ça vous regarderez. Ça vient des chapitres, enfin des pages d'avant, hein, donc c'est pas un scoop, hein, donc on l'a vu 4-5 pages avant. Par contre, ce qu'on est obligé de garder ici, c'est un terme E sur H bar, qu'on n'avait pas gardé tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait jeté ce terme parce qu'on gardait que le premier terme. C'est-à-dire, on gardait que ce terme-là. D'accord ? Et là, on est obligé de garder le terme d'après, qu'on avait jeté gaillardement avant. Mais là, on est obligé de le garder, ce terme-là, qui est un terme qui fait VK vectoriel B fois gradient K de F1 est égal à df sur dt collision. Voilà. Donc en fait, si vous regardez bien, je sais plus, ça va être de 2 cours d'avant, c'est simplement que le cours d'avant, on avait simplement jeté ce terme, à un moment on l'a écrit, puis ce terme-là, on a dit on le met à la poubelle, on n'en a pas besoin. Et en fait, là, on en a besoin pour le coup, parce que le V vectoriel B, quand on a un champ magnétique, on ne peut pas simplement ne pas le garder, parce que sur F0, il n'a aucun effet. Donc on est obligé de garder ce terme sur F1. Excusez-moi, j'arrive pas à lire. Votre premier terme, c'est la dérivée de F0 par quoi ? Par rapport à l'énergie. C'est un peu ok, d'accord. Merci. C'est le terme qu'on a constraint depuis le début. D'accord ? Alors, moi, ce que j'arrive pas à lire, c'est juste après la parenthèse V vectoriel B. C'est quoi ? C'est un gradient selon K de F1. De F1 ? Ouais, c'est la deuxième ordre de la fonction. Je
suis désolé parce que c'est encore un truc qu'on se remet depuis le début, mais c'est après le gradient par rapport à K, c'est F0 ou c'est F quoi? Enfin, il y a C'est F1 justement. Justement, c'est un F1 là. Je vais vous le réécrire parce que toute l'astuce elle est là justement. Et du coup, Parce que DT collision, c'est F1, c'est F global, c'est F quoi? alors, c'est justement très bonne question. Excellente question. C'est F global. C'est F global. Et alors là, justement, en fait, j'allais passer à l'étape suivante. Donc, on en vient tout de suite. On y vient tout de suite. D'accord, c'est une très bonne question, c'est le F global. Parce que je vous rappelle que le principe, excusez-moi, le principe de tout ce dernier, c'est-à-dire que d'un côté j'ai F global, que j'exprime en fonction de F0. Quand je suis coincé, je l'exprime en fonction de F0 et je pousse à l'ordre suivante, F1. D'accord? Ça, c'est l'intégrale de collision. Et alors maintenant, ça, j'écris que c'est égal, d'accord, à moins F0 sur taux. Ça, c'est l'approximation du temps de relaxation. D'accord? Ça, c'est la première approximation qu'on fait. Et la chose suivante que je dis, c'est que j'écris que ça, c'est à peu près moins F1 sur taux. Ça, c'est l'approximation pour le côté droit de mon problème. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, c'est l'occasion de remettre bien à plat tout ce qu'on fait dans ce bazar. L'équation de Boltzmann au départ, c'est une équation assortable. Donc je fais des approximations dessus. La première approximation, j'en fais une partie à gauche, une partie à droite. L'approximation sur la partie de gauche, c'est que je dis que la partie de gauche, je vais pouvoir me contenter, comme je cherche des variations sur la fonction totale. D'accord? Première chose que je fais, je cherche les variations sur f. Je dis que je vais pouvoir les exprimer ici, non pas en fonction des variations sur f total, parce que ça, je ne vais pas m'en sortir. Si j'ai f total des deux côtés, ça ne va pas le faire. Donc je dis, à l'ordre 0, je vais pouvoir exprimer les variations de f total à partir de la réponse sur f0. De la réponse de la fonction à l'équilibre. Ok? Moi, je dis, quand je regarde que la réponse au champ électrique, cette technique, elle marche bien. C'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, je dis, si je veux regarder la réponse au champ magnétique, cette technique, elle ne marche pas. Parce que le champ magnétique n'a pas d'effet sur F0. Donc je ne peux pas chercher la variation de F à partir de la variation sur F0, puisque le champ magnétique n'a aucun effet sur F0. Donc je suis obligé de chercher la variation de F à partir de la variation, l'effet du champ électrique sur F0, parce que ça marche. Mais si je cherche l'effet du champ magnétique, je suis obligé de le chercher sur F1. Parce que l'effet sur F0 est nul. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que sur la partie de gauche, je garde l'effet du champ électrique sur F0, mais pour l'effet du champ magnétique, je suis obligé de garder l'effet sur F1. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est pour la partie gauche de mon équation. Monsieur, Oui? du coup, là, ça veut dire qu'au final, on a plus d'équation différentielle sur F, mais juste une équation sur F qui met en jeu F0 et F1. F0 et F1, tout à fait. Maintenant, la partie droite, je fais aussi une approximation sur la partie droite. C'est que je... Question pour le, Ouais, allons-y. pour le champ électrique, il n'y a aucun intérêt à aussi le regarder au premier ordre? Alors, non, parce qu'on considère que le deuxième ordre suffit. En faisant un pari, c'est que le deuxième ordre ne domine pas sur le premier ordre. Alors, en fait, bon, ceci dit, c'est un cas général de la réponse linéaire. Quand on fait de la réponse linéaire, on dit, si on le faisait proprement, en fait, d'un point de vue mathématique, vous avez raison. Si on garde un terme au deuxième ordre, proprement, il faudrait garder tous les termes au deuxième ordre. Si on était propre. D'accord? Quand on fait un développement au deuxième ordre, si on garde un terme au deuxième ordre, si on est propre, il faut garder tous les termes au deuxième ordre. Bon. Là, on ne le fait pas. On considère que le premier ordre va suffire. Bon.
Mais vous avez raison qu'un matheux vous dirait qu'il faut garder tous les termes au deuxième rang si on en garde un seul. Voilà. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler? Ouais. C'est pas hyper bizarre de désinguer toute la partie qui dépend de F à droite? Si, c'est bizarre. Disons que c'est très violent. Ça veut dire qu'en fait, vous allez chercher ici, vous allez faire l'approximation que F, encore une fois, c'est quelque chose qui va varier, qui va peu varier par rapport à F0. Encore une fois, vous faites une approximation linéaire là-dessus. C'est-à-dire que F ne va pas s'éloigner beaucoup de F0. Donc essentiellement, la même chose, vous allez garder que le terme F1. Alors il faut que j'écrive de façon cohérente, parce que là j'écris de façon complètement incohérente mes trucs. Donc il faut que j'écrive ici que c'est F1 avec le 1 qui est ici. Ah d'accord. Ok. C'est un peu étrange. En fait, on dit que F, c'est juste F0 plus F1. Voilà. Mais évidemment, le truc, c'est que c'est toujours pareil. Là, c'est pareil. C'est une approximation linéaire. C'est-à-dire que je dis que F, c'est peu loin de F1. Et justement, l'idée... C'est des équations fonctionnelles. Ouais, en fait, l'idée, c'est de dézinguer le F partout. Et à la fin, j'écrirai que F... Voilà. Avec... Écrit F, c'est égal à F0 plus F1. Donc vous voyez que la magouille elle est complètement sèche consistante, c'est-à-dire que je dézingue tous les F, comme vous dites, d'un côté, et après je réinjecte en disant que je trouve F1, et je dis que F c'est F0 plus F1. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est ce qu'on appelle l'approximation linéaire. Mais vous voyez qu'effectivement, quand je fais ça, j'ai intérêt à ce que ça soit vraiment linéaire. Parce que si ça l'est pas, c'est complètement faux. Toute l'astuce est de dire qu'effectivement, j'ai le droit de garder que F1. Parce que vous voyez que si j'ai des séries, par exemple, où les termes après se mettent à diverger ou à osciller, ben, ça devient vachement faux, cette histoire. Bon, alors, est-ce que tout le monde a compris le principe du jeu? Parce que ça, c'est super important de comprendre le principe du jeu, parce que l'équation de Boltzmann, c'est une équation qui, justement, pour revenir à ce que vous disiez, qui intéresse vachement les physiciens, même les matheux, parce qu'elle est tellement merdique qu'il y a des tas de gens qui s'énervent, justement, pour regarder comment on va trouver le F, le F1, comment on montre qu'il est stable, comment on montre... Enfin bon, c'est un truc sur lequel on peut s'amuser pendant des siècles et des siècles, sur Boltzmann. Hein, je vois que monsieur Lampel approuve largement que... Enfin, c'est pas vous avez travaillé sur Boltzmann, non? Je crois même qu'il y a un des médailles Fields français qui a eu la médaille Fields pour les travaux sur Boltzmann. Donc vous voyez, c'est pas... Hein? Et quoi faire, ça nous donnera du boulot pendant des siècles, c'est bien. Ah ouais, non, mais c'est pas évident de regarder les solutions de Boltzmann proprement. Monsieur, j'ai une question. Ouais. Le terme en F0 pour la partie en V vectoriel B, il a disparu aussi? Le terme en F0. Ouais, alors pourquoi il y est les plus il faut remonter dans le temps, là. Pourquoi il y est plus alors, attendez, ou je vous dis une connerie. Non, il y est plus. Alors, pourquoi il y est plus pourquoi il y est plus Alors là, je sais plus vous dire comme ça. Il faudrait remonter dans le temps, dans toutes les équations. Je peux plus vous dire pourquoi. J'ai deux têtes, je sais plus. Parce que c'est un terme qu'il y a... Vous remontez dans vos... Parce que, en fait, je pourrais vous montrer, mais il faut que je charge l'autre transparent parce que c'est un cours d'avant. Okay. Je peux pas vous dire, mais il y est plus. Je vous le garantis, il y est plus. Donc, alors, maintenant, le problème, c'est qu'on va continuer dans un truc. C'est là qu'il faut avoir du nez. Et se dire... Parce que là, c'est pareil. Une fois que vous en êtes là, vous vous dites comment je vais pouvoir trouver F1. Bon. Alors, l'affaire n'est pas gagnée quand même. Donc, ce que vous allez faire, typiquement, quand vous avez ce genre de truc, vous allez chercher une solution en vous mettant une fonction d'essai. C'est à peu près la seule façon de s'en sortir. C'est-à-dire que vous allez poser une forme pour F1 et vous allez trouver les paramètres. Ça, c'est en général la méthode qui marche. C'est-à-dire que vous allez poser pour F1 une forme du type -V avec un paramètre C, et puis vous allez poser une forme, viens là, toi, df0 sur d epsilon. Alors comment vous... Hein? À côté du
V, c'est quoi l'autre vecteur? C'est un C. Et ça, vous savez pas ce que c'est justement le jeu, ça de le trouver. Hein. C'est-à-dire que vous supposez que la fonction f est quelque chose qui va ressembler à ça. Il y a un produit scalaire entre les deux. Hein? C'est un produit scalaire. Ah, entre c'est un les produit deux. scalaire. Ouais, c'est un produit scalaire. Ah oui, c'est une fonction scalaire. Hein, f. Je peux te déranger une petite seconde? Ouais. C'est en F' ou en F1 que vous C'est avez F1, ouais, excusez-moi. Ouais, c'est F1. Parce que comme les 1 sont en bas et en haut. Ah ouais, non, c'est vrai, putain. Je crois que je vais pouvoir m'y faire à ça. Je le mets en haut ou en bas? En bas, peut-être, hein, pour être Ensuite, cohérent. ta classe. En bas, c'est mieux, non? Bah ouais. Ouais, parce que comme les zéros, je les mets en bas, peut-être. C'est juste. Non, non, vous avez raison. Non, hey, je m'engage à les mettre en bas à partir de maintenant. Mais parce que du coup, avant c'était aussi. Non, mais c'est mieux, comme les zéros, je les mets en bas, je les mets en bas. Comme ça, d'accord. Comme les zéros sont en bas, je mets un en bas. Bon, à partir de maintenant, d'accord. Donc le F1, on suppose qu'il a cette forme-là. D'accord. Et alors là, c'est là où il y a un petit tour de force que je vais vous épargner, que je vous enverrai plus tard. On va juste avancer un tout petit peu, donc là je remets F1. On va avancer un tout petit peu et après je vous enverrai la suite parce que je vous la laisserai faire parce que c'est quand même un peu pénible la suite. Donc on va juste réinjecter ça dans le truc pour vous montrer un endroit qui est un petit peu intéressant. Donc on arrive à V, E, donc ça je change absolument rien à ça. D'accord. Donc ça c'est le premier terme, il n'a pas changé. Okay. Plus E sur H bar fois V vectoriel B. Et là, je remets mon gradient K. Et là, je réinjecte ma forme de F1. D'accord. C. Alors C, je mets qui dépend de epsilon et qui dépend de l'énergie. Et puis df0. Hop. Et je dis que c'est égal. Et alors là, je remplace aussi F1 parce que ça vaut. Donc je trouve un V. C de epsilon. C'est un vecteur. df0 sur d epsilon. Monsieur, est-ce que a priori, donc a posteriori, on pourrait justifier la forme de F1? C'est-à-dire que ce soit multiplié, enfin, parce que le df0 sur 2, c'est un Dirac, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Donc on a un Dirac fois la vitesse fois un truc. Non, en fait, on vérifie que ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on a envie de mettre ça en gros, parce qu'on a envie que ça ressemble un peu à... En fait, ce qui nous emmerde, c'est que parce que ici, tu vois, il y a des termes qui se simplifient, en gros, et on va obtenir un C qui a une forme pas trop dégueulasse. Mais en fait, il n'y a pas de raison... Il n'y a pas de raison a priori de penser qu'il a cette tête-là, sinon qu'à la fin, on trouve un résultat pas décollant. Il n'y a pas vraiment de raison. Ok. Écoutez, fonçons, hein, parce qu'on a que ça à faire. Ouais, enfin, je vais foncer, je vais laisser foncer, parce que là, je vais vous dire si il y a un petit moment de bravoure quand même à faire là. Je vais vous faire passer l'endroit qui est intéressant. Et après... Il y a un surtaux, non? Hein? Bon. Il manque un... Ouais, il y a un surtaux aussi, ouais, il y a un surtaux qui est là. Voilà. Donc en fait, quand on en est là, il y a un point. Bon, en fait, le premier terme, il n'est pas très palpitant. Ce qui est intéressant, c'est ce terme-là. Alors pourquoi pourquoi ils ont choisi ce terme-là? Parce qu'en fait, vous allez le retrouver avec trois termes. C'est ça qui est intéressant. Parce que vous allez le retrouver avec un terme qui va être V vectoriel B fois quelque chose qui va être en gradient K V scalaire C fois df0 sur d epsilon. Vous allez vous retrouver avec un terme V vectoriel B qui va être un V gradient K de C df0 sur d epsilon. Et puis un terme qui va être un V vectoriel B V scalaire C df0 sur d epsilon. Ok.
vous allez vous retrouver avec ces trois termes. Alors, Monsieur. Hum. Pour justement le premier terme, ça devrait pas plutôt être gradient de K de V, et là on met la parenthèse, puis après il y a C. ouais, si c'est ça, la parenthèse est mal mise, vous avez raison. Et pour le troisième terme, il manque pas un gradient de K sur le F0. Si. Si, vous avez raison. Alors, ce terme-là, en fait, gradient de K de V, c'est simplement H bar sur M, d'accord? Ce terme-là, vous avez un V vectoriel B scalaire V, donc ça fait 0. D'accord? Ce terme-là, c'est facile. Alors, gradient K de F0, par contre, ce qu'il faut voir, c'est que gradient K de F0, c'est un terme qui fait aussi intervenir K. Parce que quand vous avez dans le gradient K, dans F0, vous avez un terme qui est en K carré, puisque vous avez l'énergie. Quand vous avez le dérivé, vous allez faire apparaître un K. D'accord? Et donc, vous allez apparaître un V vectoriel B scalaire V, donc ça fait aussi 0. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Monsieur. Ouais. Pour la première formule, quand on fait le gradient de K de V, on tient H bar sur M. Oui, parce que V, c'est H bar K sur M. Ouais, mais ça doit donner un vecteur. Parce que sinon, on peut pas vraiment faire le produit scalaire avec C qui est juste à côté. Ah, t'as toujours un vecteur qui ressort du V vectoriel B. Ouais. Il y a un vecteur qui va sortir du V vectoriel B. Et ensuite, tu fais un produit scalaire avec... Tu fais le produit scalaire avec... Attends, tu fais un produit scalaire... normalement, tu as un produit vectoriel que tu vas faire avec... tu fais le produit scalaire d'un vecteur avec un scalaire, d'accord? Avec le gradient. Donc avec le gradient. Et là... Mais si, parce qu'il te reste bien un vecteur, donc c'est bon. Parce qu'au départ, regarde. Au départ, ta formule, tu as oh là là. Au départ, tu as un produit vectoriel. Ici, tu as un vecteur. D'accord? Tu as un produit vectoriel, produit scalaire avec un gradient. Ça, c'est un scalaire. D'accord? Ici, tu te retrouves avec ça, c'est un scalaire. D'accord? Tu fais le produit vectoriel de ça avec un vecteur. Tu te retrouves bien avec un produit scalaire. Donc, tu retournes sur tes pattes. Tu vois ce que je veux dire? Tu as bien ici un vecteur, ici un vecteur. Là, c'est pareil, tu as un vecteur ici. Tu refais bien le produit scalaire entre un vecteur et un vecteur. Si le gradient de V, tu donne bien un scalaire, je suis d'accord, mais C devient un vecteur, et tu fais bien le produit scalaire d'un vecteur avec un vecteur. Tu retrouves tes petits, est-ce que tu vois ce que je veux dire? La formule, c'est le produit scalaire d'un produit vectoriel avec ici un vecteur. Là, tu es d'accord, j'ai un vecteur, là j'ai un vecteur. Quand je décompose, là j'ai bien à nouveau un vecteur ici. Là aussi j'ai un vecteur, là aussi j'ai un vecteur. Et monsieur, Ouais. c'est sous quelle hypothèse qu'on dit que C n'a aucune dépendance en K?
Ah non, mais c'est une hypothèse, ça, on n'en sait rien. On dit simplement que c'est isotrope. D'accord. C'est quoi votre dernière ligne? Alors la dernière, ah oui, c'est tellement mal écrit. Ce que je dis simplement, c'est que le gradient sur K de F0, il fait intervenir un terme qui est en K carré. D'accord? Puisque c'est enfin, c'est exponentiel de moins epsilon sur Kt. Bon. Donc, ce qui fait que quand tu vas dériver un terme qui est de ce type-là, tu vas faire apparaître un K à un moment. D'accord? Et quand mon K, c'est V, hein, essentiellement. Donc, tu vas faire apparaître un terme V vectoriel B, scalaire V. Et donc, ça va faire 0. D'accord? Donc, le seul terme qui te reste à la fin, c'est le premier. C'est un H bar sur M. D'accord? Rien expliquer ça un petit coup pour le plaisir. Juste pour le plaisir, je le refais. Alors, bon, ça c'est bon. Celui-là, il est facile parce que finalement, il y a V vectoriel B scalaire V. Donc ça c'est bon. Celui-là, dans F0, vous êtes d'accord avec moi que c'est un truc qui est en 1 sur exponentielle de moins E sur KT. Plus blabla. Ouais. D'accord? Quand vous dérivez ça par rapport à K, ça vous fait apparaître un terme K. Que vous dérivez, vous allez dériver le terme exponentiel de moins K2 sur 2M. D'accord? Bon, attendez, je vais vous le faire. Je vais vous le faire, on ne met pas les préfacteurs, on ne met rien, d'accord? Faire comme ça, regardez. Si vous dérivez en terme en 1 sur exponentielle K2, d'accord? Ça vous fait 2K 1 sur exponentielle de K2 au carré. Ou un truc dans ce goût-là. D'accord? Non, c'est pas vrai ça ou c'est pas vrai? Plus 1. On va le faire comme ça. On va garder le plus 1. Plus 1. Ça vous fait 2K exponentielle de K2 sur exponentielle de K2. Putain, si j'arrive pas à écrire, excusez-moi. Alors, ça vous fait 2K exponentielle de K2 sur exponentielle K2 plus 1 au carré. Est-ce que c'est juste ça? C'est juste ou pas ça? Si je dérive ça, ça m'a l'air juste, ça, non? Mais je crois que c'est le moins. Non, le moins, on s'en fout. D'accord? Ce que je vais vous montrer essentiellement, c'est que vous faites apparaître ici un terme 2K. D'accord? Ouais. Donc quand vous allez faire le produit scalaire avec un... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Comme devant, vous avez un V vectoriel B, vous allez Le faire... scalaire avec le V fait 0. Non, vous avez un V vectoriel B, vous faites apparaître ici un terme V. Quoi? Attendez. Ici, vous avez un gradient K de F0. Quand vous prenez votre gradient K de F0, vous faites apparaître un terme en V ici. Qui est en K. K, c'est V, d'accord? Ouais, ce cas c'est V. Ouais, pardon, merci. Et vous avez un V vectoriel B Alors, devant. Donc ça va faire 0. Ouais, ça marche. Monsieur Hessler a l'air dubitatif. C'est bon? Super content. Si, ça va. C'est bon? Bon, le signe moins, d'accord? Vous me faites cadeau du petit signe moins? C'est bon pour tout le monde? Monsieur, il reste la dérivée quand même après. Ah oui, c'est une dérivée. Il y a la dérivée par rapport à epsilon après. On peut peut-être échanger le gradient et la dérivée, mais il faut quand même dériver à la fin. Où ça? Bah, c'est gradient K de df sur d epsilon, df0. Ouais, mais ça change... Ouais, mais ça change pas grand-chose, ça. Bah, si on échange les deux, après il reste un dk sur d epsilon. Ouais, mais dk sur d epsilon, c'est pas un problème parce que epsilon, ça barre de K2. Donc ça va apparaître aussi un K. Ah oui, donc il y a un k qui reste. Ouais. Ouais, il restera forcément un K. Ouais. Typiquement, parce que ça, il a apparu... Alors, dans le... Alors, si vous voulez, ce qui était un petit peu... en gros, ça, c'était un point de vue...
dans le devoir de l'année dernière, il y a des choses qui ont été bien faites, des choses qui ont été... bon. Ce passage-là, il était dans l'examen de l'année dernière. Alors, ça a été la brasse coulée à cet endroit-là. Ça, c'est pas trop grave, parce qu'honnêtement, c'est un peu technique, cet endroit-là. Bon, que les gens n'aient pas vu pourquoi ça s'est annulé, je veux bien. Par contre, on vous demandait d'établir cette équation-là, de façon explicite, et en particulier, vous demandez, c'est-à-dire que ça, on l'a fait avant, mais vous demandez d'établir pourquoi le terme en F0 est égal à 0. À un moment. Et en fait, dans à peu près 90% des copies, le terme en F0 il disparaît, à un moment, sans aucune explication. Bon. Alors qu'en fait, le cœur du problème, il est là. C'est-à-dire pourquoi le 0 disparaît, c'est parce qu'on n'avait pas d'énergie avec un champ magnétique. Et dans 90% des copies, le terme F0 il disparaît par miracle. Ça veut dire qu'en fait, les gens n'avaient pas compris globalement pourquoi, effectivement, le terme alors de 0 était nul. Et ça, ça m'a assez déçu. Après qu'on n'arrive pas à faire ça, c'est un peu de l'usine à gaz. Bon, ça, c'est pas très très grave. Hein, ça, et donc, on obtient finalement pour notre vecteur C l'équation suivante. V scalaire C qui dépend de l'énergie divisé par taux plus E sur M V vectoriel B C, donc qui est toujours dépendant de l'énergie, est égal à E V fois le vecteur champ électrique. Voilà, donc on va partir de cette équation. Bien, donc maintenant on va s'attacher simplement à la détermination de C. Donc là ça devient un tout petit peu calculatoire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est simplement une permutation circulaire sur le deuxième membre qui va nous permettre simplement de sortir le V. Et donc on obtient V fois C d'epsilon divisé par tau plus E sur M V fois B vectoriel C est égal à E V scalaire E. Alors là, ce qu'on peut dire, c'est que comme la relation est vraie pour tout vecteur V, ça nous entraîne qu'on a C divisé par tau plus E sur M B vectoriel C est égal à E fois E. Okay. Donc là, je vais juste faire un petit aparté quand même en faisant attention à la relation qu'on vient d'écrire. Donc si vous prenez un vecteur V, puis ici vous prenez un vecteur A, puis ici vous prenez un vecteur B, si vous avez A scalaire V qui est égal à B scalaire V, évidemment, ça ne veut pas dire que A est égal à B. Sauf si vous avez A scalaire V qui est égal à B scalaire V, quel que soit V. Donc à ce moment-là, vous voyez qu'effectivement, si cette relation est vraie, quel que soit le vecteur V, c'est-à-dire si V peut tourner dans le plan et que cette relation reste toujours vraie, à ce moment-là, vous pouvez conclure qu'effectivement, A est égal à B. Mais dans les autres cas généraux, ça n'est pas vrai. Donc là, cette relation ici est bien vraie parce qu'elle est vraie quel que soit le vecteur vitesse V et que ce vecteur vitesse V, a priori, est isotrope dans le plan. Donc finalement, on pose oméga C est égal à moins EB sur M. Et vous arrivez à une première relation qui est simplement que oméga C vectoriel C est égal à C sur tau moins E fois E. Ok, donc ça c'est une première relation
on va simplement appeler la relation 1. Qu'on va garder dans un coin. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va multiplier la relation 1 vectoriellement et scalairement par oméga c. D'accord ? La relation 1 ici qui nous va intervenir oméga c vectoriel c, donc ça va nous être utile pour. Et là j'ai un oméga fastidieux puisqu'il prend finalement pas tant de place. Donc quand on fait ça, on obtient la chose suivante. Donc on va commencer par multiplier scalairement. Donc on obtient simplement oméga c scalaire oméga c vectoriel b est égal à oméga c scalaire c sur tau. D'accord ? Et puis de l'autre côté, il vous reste un moins E oméga c fois le champ électrique E. D'où finalement E tau oméga c E est égal à oméga c fois c. Et nous voici maintenant avec une troisième relation. Ici c'est bien un E, on est bien d'accord, c'est pas un C. Ça, attendez, je vais le faire mieux. Bien, donc ici nous avons une deuxième relation. Alors maintenant on va multiplier vectoriellement. Donc nous obtenons la chose suivante. Oméga c vectoriel oméga c vectoriel b est égal à 1 sur tau oméga c vectoriel c moins E oméga c vectoriel E. Bon, alors là, il y a un petit tour de force à faire en se rappelant les problèmes de produits vectoriels que vous avez vus en terminale. Donc là, ça peut occuper votre petit frère, votre petite sœur pendant une petite heure s'il est au lycée et il vous laissera tranquille pendant ce temps-là. Donc il suffit de lui rappeler que vous avez A vectoriel B vectoriel C qui est égal à A scalaire C fois B moins B scalaire C fois A. Voilà. Et donc là, zoupeta, on est parti. Et il vous laisse tranquille pendant un petit moment. Il ou elle. Et donc vous obtenez simplement que oméga C, donc on va regarder simplement ici le premier terme. On est bien d'accord, parce que c'est celui-là qui est un peu qu'on peut développer. Vous avez oméga C ici, vectoriel oméga C vectoriel B. Vous voyez que ce terme-là, on peut l'écrire moins, alors, oméga C vectoriel C vectoriel oméga C. D'accord ? Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est simplement utiliser l'anticommutation du produit vectoriel. Donc là, j'ai pas inventé grand-chose.
Et si je continue, ça me fait un moins. Donc là, j'utilise la relation que je viens de donner. Ça me fait oméga C scalaire oméga C fois C moins C scalaire oméga C fois oméga C. Et voilà. Bon, du coup, on met tout ça ensemble. Hein. Et donc, on obtient que le premier terme, donc, il nous reste un C fois oméga C fois scalaire oméga C. Ok. Il nous reste un moins oméga C carré fois C. Donc ça, c'est pas de souci. C'est simplement ce terme-là qu'on développe comme ça. Ok. Et il nous reste les deux termes auxquels on n'a pas touché, qui ont 1 sur tau oméga C vectoriel C moins E oméga C vectoriel E. Ok. Bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a faire quelque chose de ce terme-là. Et on avait aussi cette relation-là qui nous fait intervenir le terme oméga C fois E, c'est-à-dire ce terme-là, ici. Donc, on obtient ici donc le premier terme, ce terme-là, je dis que je le reprends ici. C'est ce terme-là. Donc ça me donne simplement E tau oméga C fois E fois oméga C moins oméga C carré fois C est égal. Et donc pour ce terme-là, on va reprendre ce qu'il y avait dans l'équation 2. Et donc on obtient simplement ici un terme qui est 1 sur tau fois C sur tau moins E fois E. Et il nous reste ici moins E oméga C vectoriel E. Ok. Bon, donc il ne nous reste plus qu'à grouper ces différents termes. Donc on va déjà regrouper les termes en oméga C, en C, pardon. Donc pour les termes en C, il nous reste d'abord un terme ici qui nous fait un terme en 1 sur tau au carré. Et puis ici, on a un terme en plus oméga C carré. D'accord? Donc ça, c'est pour la contribution du terme en C. Ensuite, on va regarder pour les termes d'abord en termes en E. Donc on a ici un terme qui vient d'ici. D'accord? Qui est d'abord celui-ci. Donc celui-ci, il nous donne une contribution qui est simplement E fois E sur tau. D'accord? Le deuxième terme qu'on va regarder, c'est celui qui a oméga C fois E. Donc c'est ce terme-là. D'accord? Qui nous donne un terme qui vaut E fois tau fois oméga C. Ok? Et il nous reste un oméga C scalaire E. Et puis il nous reste un dernier terme qui est simplement celui-ci et qui s'écrit simplement E oméga C scalaire E. Ok? Donc si je reprends tout ça, on va l'écrire sous la forme C est égal
Alors, on l'écrit en général sous la forme d'un temps caractéristique divisé par 1 plus oméga c taux au carré. Donc ça, c'est un nombre sans dimension, donc qui sépare les deux régimes qui nous intéressent. On voit tout de suite pourquoi. Alors, si on l'écrit sous cette forme-là, il nous reste le terme ici, donc le taux simplifie ici, il nous reste un terme E fois E. Ok. Et puis, on voit ici apparaître, donc le taux va apparaître ici, donc ça nous fait apparaître un terme en E taux oméga c vectoriel E. Et puis un terme qui est en E taux au carré oméga c fois oméga c scalaire E. Voilà, donc ça c'est l'expression du coefficient qu'on cherchait qui va nous donner le terme G1. Donc on peut faire un certain nombre de remarques. Donc bon, là on a évidemment quelque chose... si on fait oméga c taux qui tend vers 0, c'est oméga c taux très petit devant 1, donc on est dans un régime sans champ magnétique, on retrouve C égale E taux fois E, donc ça c'est tout à fait normal. La deuxième chose, c'est que vous faites apparaître ici le comportement dû au champ magnétique, vous faites apparaître ici une composante de C, de F1, donc vous voyez qui fait intervenir un produit scalaire entre oméga C et E. Hein. Donc vous faites apparaître ici une composante qui fait bien apparaître un vecteur qui va être perpendiculaire au champ électrique qui est dans le plan, et puis au champ magnétique qui est perpendiculaire dans le plan. Donc en fait, si vous prenez le champ électrique dans la direction X, vous faites apparaître une composante de C qui est dans la dimension, dans la largeur de l'échantillon, si vous voulez. Dernier point, ce terme-là, en fait, on va pouvoir le négliger, puisque en fait, on a vu que dans la configuration où on le met, ce terme-là, on peut dire qu'il est égal à 0, puisqu'on a mis B perpendiculaire à E. D'accord ? Donc en fait, ça c'est simplement géométrique, hein, parce que nous on a choisi, donc c'est plus facile en faire le calcul, hein, parce que sans perte de généralité, on se met dans une géométrie plane où on a mis B, le champ B est dans le sens perpendiculaire au plan et E dans le plan. Donc B scalaire E est évidemment nul. Donc finalement, il nous reste simplement deux termes. Le terme qui correspond à la composante où on n'a pas de champ magnétique, donc on trouve une composante C qui est perpendiculaire au champ électrique, et l'introduction du champ magnétique nous fait introduire une composante qui est perpendiculaire au champ électrique et au champ magnétique, donc qui est dans la direction transverse de l'échantillon. Bien, et donc à partir de là, on va pouvoir reconstruire notre autre fonction F1 qui est donc la correction au premier ordre dans la fonction à l'équilibre. Donc vous voyez que ce calcul, bon, il est un tout petit peu, bon, il prend deux pages, mais comme il était un petit peu long, je préférais vous le faire comme ça plutôt que vous le faire en cours. Et je vous dis à mardi prochain pour la suite de ce cours sur le transport en régime des féoles. Bonne soirée à tous.